Avant de reprendre l'écrit de Lacan sur le rapport de Daniel Lagache, on va consacrer cette vidéo à un chapitre de Daniel Lagache intitulé « La structure du surmoi ». Dans ce chapitre, Lagache va s'arrêter sur trois notions de Freud: moi idéal, idéal du moi et surmoi. Au départ, il va prendre en compte l'idéal du moi et surmoi, en essayant de rester fidèle au texte de Freud. Et là, il commence à retracer d'une manière chronologique, historique, quand est-ce qu'on retrouve ces deux termes dans les textes de Freud, l'idéal du moi et surmoi. Eh bien, en 1914, première date, dans l'écrit pour introduire le narcissisme, apparaît pour la première fois le mot « idéal du moi ». Mais c'est seulement en 1923 que apparaît le mot « surmoi ». Et dans ce texte de 1923, le moi et le saint, il n'y a pas moyen de faire une distinction entre l'idéal du moi et surmoi. Les deux mots sont... Donc l'idéal du moi est assimilé au concept de surmoi. En revanche, dit Lagache, en 1933, dans les nouvelles conférences sur la psychanalyse, Freud va poser une distinction. Il va présenter l'idéal du moi comme une fonction. Fonction du surmoi. Et c'est là que Lagache va lancer un défi, de voir si c'est possible de ne pas se limiter seulement à une fonction, mais également de trouver une lecture de structure, qu'il y a bien une différence de structure entre l'idéal du moi et surmoi. Il commence en rappelant des définitions de l'idéal du moi et surmoi. Le surmoi correspond à l'autorité, l'idéal du moi correspond à la manière, à la façon dont la personne doit s'aligner pour respecter les attentes de l'autorité. Au départ, tout se joue au niveau de l'intersubjectivité, de la relation entre l'enfant et les parents qui donnent des injonctions de critique, de devoir, d'interdiction. Bref, l'enfant va commencer, dit Lagache, à s'identifier à cet aspect de l'autorité, donc parental, donc au surmoi. Et là, il utilise de nouveau un terme qu'il avait déjà utilisé, moi, le moi sujet. Le moi sujet s'identifie au surmoi. Mais pourquoi? Pour observer, pour voir si le moi-objet respecte bien les attentes de l'autorité. Et là se produit un dédoublement entre moi-sujet et moi-objet, qui correspond à ces deux instances, surmoi et idéal du moi, surmoi. Ce dédoublement, au fil du temps, va se cristalliser autour de deux aspects, d'un moi observant, d'un moi qui observe et d'un moi observé. Et c'est là que se dessine une structure et non plus seulement une fonction. Conclusion, l'idéal du moi correspond à la manière, à la façon dont la personne doit se comporter afin que le moi-sujet identifié sur moi puisse donner son approbation comportement du moi-objet.
Passons maintenant au deuxième aspect, qui est l'analyse du moi idéal. Alors là, Lagache est très catégorique. Dans les textes de Freud, il n'y a pas moyen de distinguer le moi idéal de l'idéal du moi du surmoi. C'est seulement un psychanalyste, Nürnberg, alors, moi idéal, seulement un psychanalyste qui s'appelle Nürnberg, qui va isoler ce concept, le moi idéal. Et pour Nürnberg, c'est plus facile d'isoler le moi idéal du surmoi plutôt que l'idéal du moi du surmoi. Et pour Nürnberg, le moi idéal, eh bien, apparaît dès le départ. C'est lorsque le moi n'est pas encore distingué du ça. C'est le vestige, là sont les vestiges de la toute-puissance, c'est le siège structuré de la toute-puissance de l'enfant. Lagache accepte cette démarche d'isoler le moi idéal du texte de Freud, parce qu'il va permettre aussi de donner des explications à des questions que Freud lui-même avait posées. Seulement qu'il va pointer une critique à Nürnberg de ne pas avoir tenu compte de l'intersubjectivité, de la relation qui est dès le départ entre l'enfant et la mère. Car au départ, il y a bien une identification, dit Lagache, de l'enfant à la toute-puissance de la mère. La mère qui est toute-puissante, qui peut tout pour l'enfant, bien, il y aurait une identification primaire. Donc, il y aurait une identification primaire à la mère, et malgré cette identification, il y a tout de même des moments où l'enfant se sent piégé par cette toute-puissance de la mère. L'angoisse peut apparaître. Et là, il va s'adresser au père. Donc il y a ce mouvement après vers le père qui peut faire barrage entre l'enfant et la toute-puissance de la mère. Il y aura ensuite une identification au père, ce sera la formation du surmoi. Et petit à petit, le moi idéal sera mis de côté. Mais c'est seulement à l'adolescence qu'on va retrouver de nouveau le moi idéal. Alors là, à l'adolescence, qu'est-ce qui se passe? Les psychanalystes d'Ilakash avaient très bien décrit ce qui se passe à l'adolescence. C'est que les pulsions reprennent le dessus, et donc la relation avec les parents réactive le complexe d'Édipe, les questions édipiennes, et pour éviter cela, pour prendre les distances de cette réactivation du complexe édipe, eh bien, ils vont prendre les distances de l'autorité parentale, des parents. Ils vont se mettre dans une position de rébellion dans le concret, dans le quotidien envers les parents. Ils vont se détacher, ils vont se prendre les distances en bref, de l'idéal du moi et du surmoi. Mais Lagache remarque qu'on ne retrouve pas seulement les rêveries érotiques chez les adolescents, ce qui pourrait réactiver le complexe d'Édipe. Mais on observe également des rêveries mégalomaniaques. C'est-à-dire, l'adolescent aime s'identifier à des célébrités et se prendre quelquefois pour des célébrités. Il y a ce grand engouement dans ces figures connues, dans des figures de héros. Eh bien, dit Lagache, là, il y a un réinvestissement du moi idéal, ce qui explique cet état mégalomaniaque.
Il y a un deuxième aspect de la clinique que Freud avait très bien posé, la distinction entre la position persécutrice et la position mégalomaniaque. Position persécutrice et position mégalomaniaque. Dans la position persécutrice, eh bien, il y a une projection sur la figure du persécuteur de toutes les caractéristiques, de toutes les fonctions du surmoi. Le persécuteur devient celui-là qui critique, qui observe, qui remarque, il représente la loi auquel il faut se soumettre. En revanche, la position mégalomaniaque, il y a là un réinvestissement important du moi idéal, ce qui explique cette position mégalomaniaque où le sujet se sent dans une toute puissance, dans une position de grandeur absolue. Et bien voilà, en ce qui concerne Lagache autour des trois notions freudiennes, de moi idéal, idéal du moi et surmoi. La prochaine vidéo, au revoir.